Français découvrent ces images. Plus de 200 000 morts, peut-être 500 000. Le bilan au Rwanda est si lourd que les chiffres n'ont plus vraiment la signification qu'ils devraient avoir. Les Hutus tuent les Tutsis. Et apparemment ont décidé de les tuer tous. Ça s'appelle un génocide. Ce génocide, il va durer 100 jours. Et selon l'ONU, ce sont plus de 800 000 Tutsis qui seront assassinés par le pouvoir extrémiste Hutu. Quelques jours plus tard, sur une autre chaîne, un témoin accuse. Les gens qui ont fait la promotion de cette politique du pire, d'extermination, étaient activement soutenus par la France. Et de la part du gouvernement français, on n'a pas entendu une seule condamnation publique claire. Aujourd'hui encore, le rôle de la France dans ce drame est controversé. Des journalistes, des chercheurs, des juristes demandent depuis des années l'ouverture des archives. Ces archives, ce sont les notes, les rapports, les télégrammes diplomatiques émis par l'Élysée et les différents organes de l'État concernés. En 2015, François Hollande avait pris l'engagement de les rendre accessibles. On en est loin. L'accès n'est donné que ponctuellement et partiellement, ce qui entrave le travail des juges et des historiens. Mais alors, de quoi parle-t-on ? Pourquoi certains accusent-ils la France de complicité de génocide ? Rappelons d'abord le contexte. Tout commence à l'époque de la colonisation belge. Au sein de la société rwandaise, des Hutus et des Tutsis. Un seul et même peuple, avec des places différentes dans la société. Les Tutsis sont plutôt des propriétaires de troupeaux, et les Hutus, plutôt des paysans. Les colons belges attisent cette différence. Ils s'appuient sur l'élite Tutsi pour gouverner, ce qui crée des tensions et des frustrations. En 1962, le Rwanda devient indépendant. Les Hutus prennent le pouvoir. 10 000 Tutsis sont tués, 300 000 autres sont poussés à l'exil. Dans les décennies qui suivent, certains revendiquent leur droit au retour et mènent des attaques régulières sur le territoire. En réponse, les Tutsis de l'intérieur servent de bouc émissaire et pendant près de 30 ans, ils sont violemment réprimés par le pouvoir Hutu. L'histoire s'accélère en octobre 1990. Une rébellion, menée par des réfugiés Tutsis, entre en force au nord du Rwanda. C'est le début de la guerre civile. C'est à ce moment-là que la politique de la France devient trouble. Vulnérable, le gouvernement de Kigali demande l'aide de la France. Paris lui fournit des armes et entraîne l'armée régulière rwandaise. Mais simultanément, la société rwandaise se radicalise. Une frange extrémiste du pouvoir Hutu endoctrine militaires et civils, avec un but, exterminer les Tutsis. Déjà, des massacres sont commis et plusieurs témoins tirent la sonnette d'alarme. La FIDH, puis une mission de l'ONU, alerte dès 1993. Il s'agit de beaucoup plus que d'affrontements ethniques, c'est une politique organisée. On a parlé de purification ethnique, de génocide, de crimes contre l'humanité. Notre pays peut, s'il le veut, peser sur cette situation. Des alertes sont également émises par les services de l'État. Dès 1990, l'ambassadeur de France à Kigali rapporte un risque d'élimination totale des Tutsis. En 1993, la DGSE informe l'Élysée d'un vaste programme de purification ethnique dirigé contre les Tutsis. Malgré ces avertissements, Paris maintient son soutien au régime de Kigali. Pour la France, la priorité, c'est d'obtenir des accords de paix entre son allié le pouvoir et les rebelles du FPR. Ces négociations finissent par avoir lieu. En août 1993, les accords d'Arusha prévoient le retour des exilés Tutsis et le partage du pouvoir. Mais le 6 avril 1994, rebondissement. Le président rwandais meurt en plein ciel, son avion abattu par 2 missiles. Les extrémistes Hutus saisissent l'occasion pour s'emparer du pouvoir. Le génocide des Tutsis commence. Aussitôt,
les premiers Tutsis sont assassinés. Méthodiquement, systématiquement. Et avec eux, les opposants Hutus. Ces massacres, ils sont commis par l'armée rwandaise, par des milices et avec l'aide de la population. Encore aujourd'hui, des zones d'ombre empêchent de comprendre comment les extrémistes ont pu s'emparer du pouvoir. D'abord, qui a tiré sur l'avion du président? Les circonstances de cet attentat demeurent très opaques. En 2014, une enquête a conclu que le tir venait probablement d'un camp militaire tenu par l'armée. Mais la boîte noire de l'appareil n'a jamais été retrouvée. On sait néanmoins que plusieurs militaires français se sont rendus sur les lieux du crash dans les 15 minutes qui ont suivi. Plusieurs témoignages laissent penser qu'ils auraient récupéré la boîte noire. Mais le rapport de mission des militaires n'a jamais été rendu public, même pour la mission parlementaire de 1998. Deuxième zone d'ombre, la formation du gouvernement intérimaire qui déclenche le génocide. Car ce gouvernement ne s'est pas formé n'importe où. 2 jours après l'attentat, les réunions des extrémistes Hutus se déroulent au sein même de l'ambassade de France à Kigali. L'ambassadeur belge émet des réserves, pas la France, qui reconnaît ce gouvernement. Elle le présente comme conforme à la logique des accords d'Arusha. Elle recevra même le nouveau ministre des Affaires étrangères quelques semaines plus tard à l'Élysée, alors que les massacres sont en cours. Troisième zone d'ombre, des livraisons d'armes pendant les massacres. C'est pas la peine de découvrir sur un ton outragé qu'il y a eu des livraisons qui se sont poursuivies, c'est la suite de l'engagement d'avant. Ça n'a jamais été nié, ça. Donc c'est pas la peine de le découvrir, le présenter comme étant une sorte de pratique abominable masquée. Ça n'a rien à voir avec le génocide. Officiellement, ces armes sont fournies par Paris pour combattre les rebelles Tutsis du FPR. Mais le fait de livrer des armes à un gouvernement se livrant à des tueries de masse pose question. Car tout du long, l'Élysée était informé de la situation à Kigali. Exemple avec ce document, publié en 2017 par la revue 21. Le 4 mai 1994, les services secrets alertent Paris sur l'importance des massacres et recommandent une condamnation publique sans appel des génocidaires. Elle aura lieu mi-mai. Génocide, destruction systématique d'un groupe ethnique. Mais sans désigner clairement les responsables. Alors la France a bien fini par intervenir. Face au retrait de la communauté internationale, Paris décide d'agir seul. En juin 1994, il lançait l'opération turquoise. Officiellement, l'objectif est clair. C'est une opération humanitaire conduite dans un temps limité avec l'objectif de sauver tous ceux que nous pourrons sauver des massacres. Mais là encore, plusieurs éléments posent question. L'opération était-elle seulement humanitaire? D'anciens militaires présents sur place affirment le contraire. C'est le cas de Guillaume Ancel, ex-lieutenant-colonel, engagé au Rwanda en 1994. Le premier ordre d'opération que j'ai reçu, qui était un ordre préparatoire, c'était celui justement de préparer un raid jusqu'à Kigali pour remettre en place le gouvernement que nous soutenions. Ensuite, j'ai été missionné pour déclencher des frappes aériennes contre les ennemis des génocidaires, le FPR, dans la nuit du 30 juin au 1er juillet. Donc ça, ces opérations étaient clairement des opérations de soutien aux forces armées rwandaises qui étaient juste en train de commettre le génocide sous nos yeux. Deuxième point, la France a-t-elle protégé la fuite des génocidaires? Après sa chute, le gouvernement extrémiste Hutu a fui au Zaïre en passant par un territoire contrôlé par la France, la zone humanitaire sûre. Cette zone humanitaire sûre a été essentiellement sûre pour les génocidaires. Elle leur a permis de s'enfuir tranquillement et ils sont allés se réinstaller tranquillement dans des camps de réfugiés de l'autre côté de la frontière pour continuer leur combat. J'ai assisté à une livraison d'armes. On m'a demandé de détourner l'attention de journalistes qui étaient sur la base de Cyangugu parce que justement un convoi d'armes partait vers le Zaïre. Nous étions sous embargo de l'ONU, bien sûr, dans une mission dite humanitaire, mais ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est que ce ne sont pas mes compagnons d'armes qui ont décidé de livrer des armes. Cet ordre ne pouvait venir que du plus haut niveau de l'État.
Dernier point, les événements de Bisesero. Bisesero, c'est une chaîne de collines à l'ouest du Rwanda. Le 27 juin, 2000 rescapés Tutsis sont découverts par quelques militaires français. Blessés et affaiblis, ils sont toujours menacés de mort par les génocidaires. Bisesero est, à mon avis, un événement clé dans notre intervention au Rwanda. Parce que le 27, mes camarades des forces spéciales trouvent des rescapés dans les collines de Bisesero. Et là, au lieu de les aider, ils reçoivent l'ordre de les laisser. Parce que ça n'est pas leur mission d'aider les rescapés. Leur mission, c'est d'aller stopper les ennemis des génocidaires, le FPR. De leur côté, les responsables de l'armée française affirment ne pas avoir été alertés avant le 30 juin, date à laquelle des militaires redécouvrent ces réfugiés qui seront finalement secourus. Entre-temps, plus de la moitié ont été massacrés. Alors, est-ce que l'accès aux archives permettra d'éclaircir toutes ces zones d'ombre une fois pour toutes? Eh bien, pas nécessairement, puisque l'on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Il est possible qu'elles révèlent peu d'informations. N'empêche, ouvrir les archives est une action concrète qui permettrait de lever certains doutes. Il y a un sujet, je dirais, de société. Comment est-ce qu'on peut contrôler les opérations qui sont menées en notre nom? La France est intervenue dans le dernier génocide du XXe siècle sans jamais s'en prendre aux génocidaires et en les aidant. Est-ce que c'est acceptable? Comment est-ce qu'on peut s'assurer que cela ne se reproduise pas? Ce week-end, le Rwanda commémore le génocide des Tutsis. Il y a 24 ans, près d'1 million d'entre eux ont été massacrés en moins de 4 mois. Un génocide orchestré par l'administration Hutu après la mort de son président Juvenal Habyarimana dans un attentat contre son avion. Dans ce qui est considéré comme le dernier génocide du XXe siècle, le rôle de la France est souvent pointé du doigt, notamment à travers la très controversée opération Turquoise, une opération officiellement humanitaire. Notre invité aujourd'hui souhaite briser le silence autour de cette opération. Ancien officier de l'armée française déployé au Rwanda, il est l'auteur de Rwanda, la fin du silence. Guillaume Ancel, merci d'être avec nous. Vous avez, dans votre livre, raconté, presque minute par minute, ce que vous avez vécu dans le cadre de cette opération Turquoise au Rwanda. Quelle était votre mission initiale? Vous le dites très clairement, au départ, il ne s'agissait pas du tout d'humanitaire. Non. Dans cette intervention, dans laquelle il y a eu un aspect humanitaire, mais l'intention centrale était tout à fait différente. Elle était de remettre au pouvoir le gouvernement qu'on soutenait depuis 4 ans. Le seul problème, c'est que c'est ce pouvoir qui commettait le génocide. Voilà. Donc nous sommes entrés du côté des génocidaires. Moi, ma première mission, qui était ma spécialité à l'époque, c'était de guider les frappes aériennes sur le terrain. Parce que pour que des frappes aériennes fonctionnent, il faut qu'en fait il y ait une équipe très très proche des cibles. Et donc j'avais été intégré dans une unité de combat de la Légion étrangère, et l'ordre préparatoire que nous avions reçu, c'était de mener un raid terrestre sur Kigali pour reprendre la capitale du Rwanda et remettre en place le gouvernement de l'époque, en faisant totalement abstraction du fait que ce régime était génocidaire. Et ça a changé au cours, en une semaine pratiquement. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que pendant la première semaine, clairement, nous avions cette intention de nous battre contre les ennemis des génocidaires. Ce qui est complètement effarant, c'est que, comme vous le soulignez tout à l'heure, c'est le dernier génocide du XXe siècle. Le seul qu'on aurait pu éviter. Et on a réussi à rentrer du côté des génocidaires. On essaye de les remettre au pouvoir, et assez tard dans l'opération, dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, on arrête enfin ces actions offensives contre le FPR au moment où elles vont se déclencher. Je suis absolument persuadé que c'est parce que l'Élysée, à ce moment-là seulement, a pris peur que la France soit condamnée pour complicité de génocide. Mais on a fait quelque chose de terrible. C'est qu'on a créé une zone humanitaire sûre, qui n'a été sûre que pour les génocidaires, et qui a permis aux génocidaires de repartir se réfugier tranquillement au Zaïre. Ça a été la deuxième période de notre opération. Et la troisième, inacceptable, c'est que nous avons livré des armes aux génocidaires dans des camps de réfugiés au Zaïre, alors que nous étions sous embargo de l'ONU. Alors, vous l'expliquez très bien, vous le dites d'ailleurs dans votre livre, et je le répète, l'opération Turquoise, il y a eu un aspect humanitaire, mais il y a eu aussi ces épisodes sombres. Vous parlez donc du fait que des génocidaires Hutus ont pu fuir vers le Zaïre. Vous dites même, on a protégé leur fuite, et puis vous revenez sur cette livraison d'armes. Comment vous l'avez su? En fait, je l'ai su parce qu'on m'a demandé de détourner l'attention des journalistes qui étaient présents sur la base à Cyangugu,
dans le sud du Rwanda, au moment où ce convoi d'une dizaine de camions devait partir. Et c'est en me demandant de détourner l'attention des journalistes que j'ai compris que c'était un convoi d'armes. Et le soir, au débriefing, j'ai été effaré des arguments qu'on nous a servis pour justifier cette livraison d'armes, qui était en gros, il faut donner des signes d'apaisement aux soldats du gouvernement, parce que sinon ils pourraient se retourner contre nous. Comme si en réarmant des soldats, on les rendait moins dangereux. Je souligne quand même une chose, c'est que dans toutes ces actions, et dans mon témoignage, en aucun cas je ne mets en cause mes compagnons d'armes. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient de manière très professionnelle. Alors justement, vous le dites, certains officiers ont contacté le plus haut sommet de l'État, ont essayé de faire passer le message que c'était pas une bonne idée de livrer des armes à de potentiels génocidaires dans ces camps, aux Zaïre, l'actuelle RDC. Quelle a été la réponse à ce moment-là? J'ai des camarades plus courageux que moi qui ont refusé d'appliquer cette directive et se sont fait tacler par l'Élysée. C'est-à-dire que le sujet est remonté jusqu'à l'Élysée, parce que c'est l'Élysée qui décide en France de ces opérations. Nous étions en gouvernement de cohabitation, donc il y avait forcément une collision avec une partie du gouvernement de cohabitation. Et ces ordres ont été confirmés par l'Élysée, continuer à livrer des armes dans les camps de réfugiés en allant contre la plus évidente éthique des officiers français. Enfin, je veux dire, ce qu'on a fait est totalement inacceptable. Et ce qui est inouï, c'est que non seulement on l'a fait, mais en plus, ces décideurs politiques le cachent depuis un quart de siècle. Donc ils s'autorisent à le refaire et surtout, ils évitent d'avoir le moindre compte à rendre sur le sujet, puisque nous n'avons pas le droit d'accéder aux archives d'une opération qui, je le rappelle, a été présentée comme humanitaire. Dans votre livre, vous revenez également sur la tragique histoire de Bisesero. Bisesero est emblématique de l'intervention au Rwanda. Mes camarades des forces spéciales débarquent et sont en mission de reconnaissance. Et ils trouvent des rescapés qui ont échappé de justesse au génocide, qui sont poursuivis en permanence par les forces gouvernementales, l'armée, les gendarmes et les milices, qui d'ailleurs sont, à mon avis, à peu près les mêmes en permanence. Et on leur donne l'ordre de ne pas s'en occuper. Parce que la vraie mission de Turquoise à ce moment-là, c'est uniquement de stopper les ennemis des génocidaires, le FPR. Donc mes camarades sont obligés de les laisser, poursuivis par leurs massacreurs, et de continuer à aller chercher les ennemis des génocidaires. C'est-à-dire que dans cette position-là, on s'est mis en complicité du génocide, et surtout, on a vu le génocide sous nos yeux. Mes camarades ont vu les soldats gouvernementaux et les gendarmes poursuivre ces rescapés qui étaient dans un état absolument lamentable, alors qu'on leur avait dit que c'était des espions du FPR. Vous vous rendez compte cette confusion qui a été entretenue en permanence pour que les unités sur le terrain continuent à accepter cette mission. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement? Ils sont quand même intervenus, ces militaires. Un de mes compagnons d'armes a décidé, sans le dire, de désobéir. Ils sont revenus sur la zone où on leur avait interdit de se rendre, et là ils ont fait en sorte qu'il y ait suffisamment de journalistes et de moyens de communication pour que le monde entier le sache. Du coup, le commandement a été obligé de réquisitionner toutes les équipes des forces spéciales pour s'occuper enfin des réfugiés, avec 3 jours de retard. Et ce qui est dramatique, c'est que l'unité de combat dans laquelle j'étais, qui aurait pu être mobilisée, puisqu'à ce moment-là nous sommes à côté du PC des forces spéciales, nous sommes mobilisés dans la nuit du 30 juin au 1er juillet pour la mission principale, c'est-à-dire aller stopper le FPR. Et on nous envoie tendre une embuscade aux soldats du FPR et préparer des frappes aériennes, qui est mon job, parce que notre mission à ce moment-là, c'est de se battre contre les soldats du FPR qui, je le rappelle, sont juste les ennemis des génocidaires. C'est-à-dire qu'on se met dans cette situation, non pas de participer au génocide, aucune unité française n'a participé au génocide, mais on se met dans une situation qui ressemble étrangement à une complicité de génocide. Justement, pour vous, la France est-elle complice de génocide et quel est le degré de complicité? Ça n'est pas à moi de le déterminer. Ce que je raconte simplement dans mon livre, qui est un témoignage très factuel et très partiel, c'est que ce que nous avons fait est susceptible d'être qualifié de complicité de génocide. Je le répète, pas de participation au génocide, de complicité de génocide. Et ça, c'est inacceptable parce que nous avons été obligés de le faire, parce qu'on nous a donné les ordres de le faire. Donc c'est vers les décideurs politiques de l'époque qu'il faut se tourner et leur demander des explications sur les raisons pour lesquelles ils ont pris de telles décisions. Avez-vous des regrets? Je vais vous dire, mon regret le plus important, c'est que d'abord c'est le seul génocide qu'on aurait pu éviter. J'aurais aimé me battre contre les génocidaires. Ça m'aurait fait vraiment plaisir et je pense que mes compagnons d'armes auraient adoré. Et la deuxième chose, c'est de ne pas avoir été assez rapide
pour sensibiliser les Français au fait qu'ils devaient avoir accès à ces archives pour qu'on puisse enfin savoir ce qui s'est passé réellement pendant cette opération. Je n'ai qu'une toute petite pièce du puzzle, mais elle est incompatible avec la version officielle. Et moi, ce que je voudrais, c'est que maintenant, on ait le courage de regarder la réalité en face et de reconnaître nos erreurs si on en a commises, et j'en ai bien peur. Quel serait votre message aux jeunes officiers français qui se retrouveraient aujourd'hui dans la même situation que vous il y a 24 ans? La responsabilité d'un officier, c'est de savoir dire non quand c'est nécessaire. Vous parliez tout à l'heure de désobéissance en parlant de Bicécero. Oui, ces officiers... Même si officiellement, ces officiers se sont perdus. Hein. Bien sûr, la version officielle. Ils se sont perdus, c'était juste des spécialistes de l'orientation. Au même titre que certains de mes camarades ont refusé d'obéir à la directive de livraison d'armes. Voilà, je pense que eux font honneur à l'armée française, mais encore une fois, ça n'est absolument pas un réquisitoire contre mes compagnons d'armes, c'est une interrogation démocratique sur ce qui s'est passé et sur la manière dont aujourd'hui en France, on contrôle les opérations menées au nom de la France, mais dont les Français n'ont pas à connaître. Qu'attendez-vous aujourd'hui du nouveau chef de l'État, Emmanuel Macron? Je crois savoir que votre livre lui a été transmis. Qu'attendez-vous de lui aujourd'hui? Ce que j'espère, ce que nous espérons tous, c'est qu'il aura le courage, parce qu'il faut énormément de courage pour le faire, d'ouvrir les archives et de laisser les Français juger par eux-mêmes de ce qui s'est passé dans une opération menée en leur nom. Ça nous permettrait aussi d'honorer la mémoire du million de victimes que nous n'avons pas su empêcher. Dernière question, vous avez dit dans une interview, je ne suis pas un lanceur d'alerte, je suis un empêcheur de transgresser. Oui, c'est vrai, je n'aime pas qu'on me présente comme un transgresseur. Moi, je n'ai pas transgressé de règles en parlant de ce sujet. Au contraire, je refuse qu'on transgresse les règles et les codes de la démocratie. Je veux que ce soit les Français qui jugent de ce qui s'est passé et qu'on arrête de leur expliquer ce qu'ils doivent penser d'un événement aussi dramatique. Et si j'ai écrit ce livre, c'est pour empêcher qu'on efface notre silence, qu'on efface notre mémoire grâce au silence. Vous évoquez aussi beaucoup la guerre d'Algérie. Il y a un lien évident avec la guerre d'Algérie. J'ai été formé par la génération qui a terminé la guerre d'Algérie et je me souviens qu'ils ont disparu sans jamais pouvoir partager la réalité de ce conflit ignoble. Ma génération ne partira pas comme cela. Elle a besoin de partager ses fantômes parce que ce sont des fantômes qui appartiennent à la société française. Merci beaucoup Guillaume Ancel d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Rwanda, la fin du silence, témoignage d'un officier français concernant la très controversée opération turquoise, donc un livre aux éditions Les Belles Lettres, Mémoire de guerre. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis, c'est la fin de l'entretien. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. 1994, au Rwanda, petit pays d'Afrique de l'Est, près d'1 million de Tutsis massacrés à la machette par des Hutus. Après 100 jours de folie meurtrière, le 4 juillet 1994, les partisans armés de Paul Kagame, l'actuel président de la République, renversaient le gouvernement Hutu pour y installer un gouvernement d'union nationale. 15 ans après, comment le pays se remet-il de cette période? Est-ce que les Rwandais se sont réconciliés? C'est le reportage que je vous propose de découvrir. Il est signé de Willy Bracciano pour France 24. Moi, Béline Mukairgwa, après avoir entendu les lois régissant le mariage sans contrainte, j'accepte que Vincent Muntemberezi devienne mon mari, de vivre avec lui comme nous l'avons consenti, dans le respect des lois de la République rwandaise. C'est avec beaucoup d'émotion et sous les applaudissements que Vincent et Béline échangent leurs vœux en Kinyarwanda, la langue officielle. 3 ans après leur première rencontre, ils sont désormais mariés femmes. Nous sommes très heureux, c'est super. On est bien, c'est le plus beau jour de notre vie. 2 jeunes mariés, mais pas tout à fait ordinaires. Vincent est Tutsi et Béline est Hutu. Au Rwanda, ces terminologies ethniques sont aujourd'hui bannies du vocabulaire depuis le génocide de 1994. Nous, au Rwanda, notre vision n'est plus du tout basée sur l'ethnie. Quand on s'aime, on se marie. Peu importe que tu sois Hutu ou Tutsi. C'est derrière nous tout ça. 15 ans après le génocide, les mentalités changent. Le Rwanda revient de très loin. Ce petit pays d'Afrique de l'Est a vécu les pires horreurs. Nous sommes à Murambi, dans le sud-ouest du pays.
l'un des plus importants mémoriaux du génocide. Dans cette ancienne école, en 3 jours, plus de 50 000 Tutsis ont été massacrés par des Hutus. Ici, des squelettes d'enfants et d'adultes, enchevêtrés par centaines. Le lieu est chargé en émotions, mais personne ne veut oublier. Près d'1 million de morts en 5 semaines, et 15 ans après le génocide, le passé refait surface. En témoignent ces ossements. Ils ont été découverts récemment. Ils ne les ont pas enterrés proprement. Ça s'est fait dans des conditions abominables. Les fortes pluies de ces derniers jours ont fait réapparaître les corps. Nous, on les a récupérés pour les nettoyer, les enterrer dignement. Je demande à Boniface de s'approcher. C'est le moment ou jamais d'avouer et d'accepter tes erreurs, d'exprimer tes regrets et de demander pardon. C'est tête baissée que Boniface se présente devant ceux qui vont le juger. Déjà condamné pour le meurtre de 8 Tutsis, il est cette fois accusé d'avoir tué 3 autres personnes pendant le génocide. Nous sommes dans un tribunal Gacaca, un tribunal traditionnel qui depuis 2003 juge les exécutants du génocide et permet de désengorger les tribunaux classiques. Ici, pas de juge, pas d'avocat, ce sont des élus du peuple qui rendent la justice. Ici, on t'accuse d'avoir chassé les Tutsis. Comment tu t'y es pris? Non, je ne suis pas au courant de ces escadrons contre les Tutsis. Qu'il se manifeste, celui qui en a parlé. Qu'il dise ce qu'il sait, et qu'on le juge, lui. Pendant plus de 2 heures, la parole se libère et tout le monde peut s'exprimer. Dans ces escadrons que vous avez menés, quelle est ta part de responsabilité dans tout ça? Je me suis associé aux tueurs. Je n'ai pas porté secours aux victimes. C'est peut-être à cause de ça que je suis responsable. Le tribunal Gacaca, une véritable thérapie de groupe, l'accusé finit par demander pardon. Les erreurs dont je suis coupable, avoir participé aux escadrons chez Aaron et chez Dismas, je les reconnais. Et pour ça, je demande pardon. Je condamne M. Boniface Bonimfoura pour avoir participé aux escadrons chez Aaron et Dismas. La Cour le condamne à 16 ans d'emprisonnement sans travaux d'intérêt général. À 52 ans, cet agriculteur prend conscience qu'il laisse à nouveau seul sa femme et ses 3 enfants. Il est 10 heures, Frédéric revient des champs. Le sorgho qu'il ramène doit sécher plusieurs heures au soleil. Cet agriculteur est un ancien détenu. Lui aussi est passé par les Gacaca à cause du génocide. Il a avoué ses fautes et c'est pour cela qu'il n'a purgé que 8 ans et demi de prison. Son crime, il le confesse sans complexe devant notre caméra. Ils étaient assis là, derrière le buisson, là. Nous les avons abattus ici, et puis enterré les corps par là, là-bas près du manioc. Nous avons massacré tous ces gens parce que le 6 avril 1994, l'avion de notre président a été abattu. À la radio, il disait que c'était les Tutsis qui l'avaient abattu. Alors on a fortement encouragé les paysans à massacrer les Tutsis et à récupérer leurs biens, leurs propriétés. Et c'est pour toutes ces raisons qu'on les a tués. Ce jour-là, il a tué une famille entière. Le père, la mère, la sœur et les 7 frères de Félix, son voisin, le seul survivant. Ils habitent le même village depuis 4 ans. Ici à Mayangé, ce sont 45 familles qui vivent ensemble, ou plutôt, qui ont décidé de réapprendre à vivre ensemble. Je me suis senti en paix quand il est venu me demander pardon pour ce qu'il m'avait fait.
quand ils ont avoué que c'était eux qui avaient tué les miens et que ça ne venait pas de leur cœur, mais que c'était les directives de l'État.